Je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis la cofondatrice et associée du cabinet AOD, qui est un cabinet qui est dédié au marché de l'art et aux industries culturelles. J'ai un parcours vraiment qui a mêlé le droit et l'histoire de l'art depuis toujours, puisque j'ai étudié les deux parallèlement. Je suis partie en Australie où j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet australien avant de rentrer en France et de travailler dans un cabinet à Paris. Et nous avons donc cofondé avec Cyrielle Gauvin le cabinet AOD cette année, il y a tout juste quelques mois. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler du droit à l'image. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le droit à l'image et en quoi c'est important pour les photographes? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que toute personne a un droit subjectif sur son image qui est vraiment un attribut de la personnalité. Et on va le voir d'ailleurs puisque quand on parle de droit à l'image, contrairement au droit d'auteur qui a des dispositions dans le code de la propriété intellectuelle, le droit à l'image n'a pas de disposition à proprement parler. Donc en fait, c'est des analyses jurisprudentielles qui ont créé ce droit à l'image. Et ce que les tribunaux ont utilisé pour justement faire naître ce droit à l'image, donc cet attribut de la personnalité, c'est l'article 9 du Code civil qui dit, et que même les non-juristes connaissent, qui dit « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Donc c'est sur ce fondement-là de vie privée que le droit à l'image est né. Le droit à l'image, il apparaît aussi dans d'autres dispositions. Il y a notamment pas mal de dispositions du Code pénal, 226-1, 226-8, qui sont des dispositions qui vont pouvoir être invoquées si on choisit d'agir sur le terrain pénal dans le cas d'une violation du droit à l'image. Le droit à l'image, parce que pour répondre à ta question quand même, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va permettre de protéger la personnalité du sujet lorsqu'une image qui le représente est réalisée et ensuite est diffusée par un tiers, donc notamment par un photographe. Et en fait, ce qui est intéressant quand on compare avec le droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur, ça va vraiment pouvoir être utilisé et ça doit être utilisé par le photographe pour faire valoir ses droits, pour les exploiter, pour les faire respecter aussi, droits moraux, droits patrimoniaux, etc. Le droit à l'image, c'est assez souvent, c'est un peu un fardeau en fait pour les photographes, puisque ça va être, est-ce que la photographie que je prends contrevient ou est-ce que c'est une violation du droit à l'image d'un tiers qui serait représenté dans ma photographie. Donc tout ça, ça va être des critères pertinents pour le photographe et on va voir qu'il y a des autorisations qui vont devoir être obtenues pour justement ne pas violer le droit à l'image de tiers. Alors concrètement, que doit faire un photographe par rapport au droit à l'image? Alors, le principe, même si c'est difficile à comprendre et à entrevoir pour un photographe, c'est qu'il faut demander l'autorisation. Dès lors que vous voulez prendre une photo, mais également et surtout la diffuser, il va falloir demander l'autorisation de la personne qui est représentée sur votre photographie. Et cette autorisation-là, concrètement, c'est un contrat en fait. Donc c'est un mot qui fait parfois un peu peur, mais il va falloir obtenir une signature, il va falloir obtenir vraiment une autorisation écrite de la personne qui est représentée sur la photographie pour pouvoir la diffuser en tant que photographe. Et j'imagine donc que ces autorisations écrites doivent être le plus détaillées possible sur l'utilisation des images. Tout à fait. Alors par exemple, une personne qui autoriserait à ce que la photo soit prise, ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser à ce que la photo soit exploitée à titre commercial. Et même de manière plus restrictive, une personne va pouvoir autoriser qu'un photographe exploite, reproduise sa photographie dans un livre artistique, mais le photographe ne va pas pouvoir l'utiliser sur une carte postale et l'exploiter à titre commercial. Donc l'autorisation, c'est d'ailleurs comme les autorisations pour le droit d'auteur, qui doivent être très strictes, qui doivent prévoir la durée, qui doivent prévoir exactement les médias qui vont être utilisés, qui vont devoir prévoir la durée, l'espace géographique, les autorisations de droit à l'image. En réalité, c'est assez similaire. Il faut que ce soit très très précis, notamment, comme tu dis, sur ces usages. Quels sont les usages qui vont être utilisés? Et dès lors que c'est un droit fondamental, le droit à la vie privée, c'est particulièrement important évidemment de restreindre l'autorisation qui va pouvoir être donnée sur le fondement du droit à l'image. Est-ce que le droit à l'image concerne également les personnes qui sont photographiées dans l'espace public? Ouais, en réalité, que les photos soient prises dans un espace public ou privé, il va falloir demander l'autorisation si la photo est ensuite diffusée, si elle est exploitée. Et existe-t-il des exceptions? Oui, alors heureusement pour les photographes, parce que sinon je sais que c'est assez, ça peut sembler assez lourd comme frontière pour les photographes. Oui, il y a des exceptions.
premièrement, il faut que la personne soit reconnaissable. Donc, c'est pas une exception légale, mais c'est vrai que c'est quand même une nuance, puisque si la personne n'est pas reconnaissable, si elle est fondue dans un ensemble, etc., elle ne pourra pas invoquer une violation à son droit à l'image. Ensuite, les vraies exceptions, et qui sont souvent invoquées par les photographes dans le cas de conflits de type violation de droit à l'image, ça va être l'exception du droit à l'information. On dit quand les photographies, peut-être que vous avez plutôt entendu ça comme ça, sont des photographies d'actualité. Donc ça va être une exception qui va pouvoir être invoquée. Donc je sais pas, pour vous donner un exemple, ça va être par exemple... je suis photographe, je prends une photographie d'une manifestation dans la rue, je vais l'exploiter dans un journal puisque je suis salariée ou autre d'un journal. Dans ce cas-là, même si la personne est reconnaissable, une personne est reconnaissable, elle ne va pas pouvoir invoquer une violation à son droit à l'image puisque c'est dans un contexte vraiment d'actualité. Il va falloir en revanche évidemment que ce soit dans un certain délai, donc ça veut dire que typiquement cette photo d'une manifestation, si elle est exploitée ensuite 2 ans plus tard, a priori, ça sera plus considéré comme un événement d'actualité. Et il faut que le lien soit légitime entre l'actualité et la représentation de la personne. Donc typiquement, un gros plan d'une personne ou quelque chose qui serait vraiment pas en lien direct avec ce phénomène d'actualité, ça serait considéré comme une violation au droit... Enfin, ça pourrait être considéré comme une violation au droit à l'image. Dans l'exemple d'une personne qui est photographiée et qui est mise en examen, donc pour illustrer une chronique judiciaire, dans quel cadre on est dans le droit à l'image ou pas? Ouais, alors là, typiquement, ça va pouvoir être considéré comme enfin, on va pouvoir invoquer l'exception d'actualité. Après, il ne faut pas que la photo soit dégradante. Donc, typiquement, si ça va être quand même... Enfin, il faut toujours que ce soit légitime en réalité comme utilisation. Donc, si la personne est, je ne sais pas, menottée au sol, en train de baver parce qu'il y a eu des violences, évidemment, dans ce cas-là, ça va être considéré comme une violation au droit à l'image, puisque ça va au-delà de juste la représentation d'une personne mise en examen dans un lieu, typiquement, je sais pas, un tribunal par exemple. Dans ce cas-là, ça pourrait être considéré comme n'étant pas d'une violation de droit à l'image et comme plutôt relevant de cette exception d'actualité. Mais si c'est une image dégradante, dans ce cas, ça serait considéré comme une violation au droit à l'image. Donc c'est vraiment du cas par cas et ça dépend vraiment en réalité de l'image. Donc c'est difficile de répondre de manière générale. Une autre exception et qui est très souvent utilisée, enfin qui peut l'être en tout cas pour les photographes, ça va être celle de la liberté d'expression. On a la liberté de création, donc notamment de création artistique et culturelle. Ça va être 2 critères fondamentaux et en fait ces 2 critères-là de vie privée versus liberté d'expression, c'est 2 critères qui ont la même valeur juridique, donc qui vont être sans cesse mis en balance, notamment lorsque les photographies, donc représentant une personne sans avoir obtenu l'autorisation, seraient des photographies dites artistiques ou qui sont utilisées dans ce cadre-là. Il y a une décision assez intéressante, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est le photographe Willy Rizzo qui avait photographié son ex-épouse, alors je ne sais plus s'ils étaient mariés, mais son ex-conjointe qui était Elsa Martinelli, et les photos avaient ensuite été diffusées dans une galerie, donc une galerie d'art, donc il y avait vraiment ce contexte d'utilisation de liberté artistique, et justement c'était ce sujet-là qui était évoqué, et ce fondement, et le tribunal de Paris a débouté donc la demanderesse qui était Elsa Martinelli en disant qu'il y avait pas de caractère intime ni de caractère dégradant, donc on revient un peu à ce critère de légitimité qui est toujours utilisé même dans le cadre de cette exception-là. Et puis le tribunal a aussi regardé les photos en tant que telles en fait et a vu que ça reflétait le style, ça reflétait l'œuvre de Willy Rizzo, donc on voit vraiment qu'il y a ce critère de création artistique est vraiment, vraiment pris en compte et vraiment concrètement pris en compte par le tribunal. Et le tribunal, donc, il a mis en balance cette liberté d'expression et le droit à l'image de la personne, donc l'ex-conjointe du photographe qui était représentée, et a préféré privilégier la liberté d'expression donc versus le droit à l'image vraiment de cette personne, puisque justement c'était des œuvres artistiques et qu'il y avait
rien de dégradant, bien au contraire, le tribunal avait considéré que ça mettait même plutôt en valeur cette personne et qu'il n'y avait rien d'intime. Donc si elle avait été, j'imagine, nue ou voilà, dans des conditions qui étaient vraiment dégradantes ou qui étaient très très intimes, la décision aurait pu être différente, mais en tout cas là, c'est ce que le tribunal a décidé dans ce cas-là. Alors, dans le cadre de l'exception de la photographie d'actualité, j'imagine qu'on doit respecter certains délais. Ouais, effectivement, il faut respecter un certain délai. Il n'y a pas de critères du style 7 jours, 14 jours, voilà. Il n'y a pas de critères parce que ça va vraiment être du cas par cas. Ça va dépendre évidemment de l'actualité, de l'importance de l'actualité, de l'importance pour le public aussi de cette actualité et de la photo en tant que telle. Si c'est une photo où c'est vraiment fondu ou si c'est une photo où c'est vraiment un gros plan. En fait, tous ces sujets de droit à l'image, puisque c'est des interprétations jurisprudentielles, donc c'est vraiment du cas par cas. Et c'est vraiment photo par photo qu'il va falloir regarder si oui ou non il s'agit de violation au droit à l'image ou si on va pouvoir invoquer telle ou telle exception dont on vient de parler. Et donc, en dehors de ces exceptions, comment le photographe peut obtenir les autorisations? Ouais, alors là, on revient un peu en fait à la question initiale. C'est le principe, c'est qu'il faut obtenir l'autorisation. Et comment est-ce qu'on doit faire ça? Eh ben, il faut avoir un contrat. Et le contrat, alors parfois le mot fait peur, mais c'est pas nécessairement 40 pages de contrat, etc. Ça peut être quelque chose de très simple, mais il va falloir, et comme on le disait au début, avoir vraiment, bon, évidemment l'identité de la personne, mais les supports de diffusion, le territoire, le contrat évidemment doit être écrit. On va avoir devoir préciser la durée d'utilisation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorisation qu'il faut obtenir, c'est pas seulement une autorisation de prendre la photographie, c'est une autorisation aussi de la diffuser. Donc typiquement, un modèle qui autoriserait la prise de photographie, ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser ou qu'il va autoriser la diffusion de cette photo, comme on le disait en fait au début. Alors, si on connaît bien le droit à l'image des personnes, ce qu'on connaît un peu moins, c'est l'image des biens. Est-ce qu'un photographe peut photographier tous les bâtiments? Oui, c'est une bonne question. On en parle un peu moins que le droit à l'image, mais c'est vrai que pour les photographes, c'est important. Et puis ça peut aussi être un fardeau, donc c'est sûr qu'il faut bien comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire d'un bien en tant que tel, a priori, il n'a pas d'un droit exclusif sur l'image du bien. Mais on va voir qu'il y a quand même des nuances à bien comprendre. Donc le propriétaire qui va vouloir s'opposer à une exploitation de l'image de son bien, il va falloir prouver que cet usage-là lui crée un trouble anormal. Donc ça encore, c'est une interprétation des tribunaux, mais qu'on comprend assez aisément quand même. Pour les bâtiments spécifiquement, donc, parce que les biens, évidemment, c'est tout et n'importe quoi. Ça va être une table, ça va être... Voilà, dans ces cas-là, on revient vraiment aux critères de trouble anormal. Pour les bâtiments, ce qu'il faut comprendre, et on revient à notre épisode 1 sur le droit d'auteur, certes, les photographies peuvent être protégeables si elles sont originales, mais de même, un peu... Enfin, voilà, toutes les œuvres originales sont protégées par le droit d'auteur, y compris les bâtiments. Donc une œuvre architecturale, ça va être protégé par le droit d'auteur. Et donc si on revient à notre épisode 1, toute reproduction, toute représentation d'une œuvre protégée, donc d'une œuvre originale, sera considérée comme de la contrefaçon. Donc de la même façon, la prise de photographie d'une œuvre architecturale qui serait protégée, donc qui serait originale, pourrait être considérée comme de la contrefaçon. Évidemment, la jurisprudence a nuancé ça parce que sinon c'est quand même hyper lourd pour un photographe, notamment un photographe de rue. Donc premièrement, évidemment, il faut que l'œuvre soit protégée. Donc il va falloir que la personne en face puisse prouver que l'œuvre, et déjà il faudrait qu'elle souhaite agir en justice, ce qui est évidemment pas nécessairement le cas, et ensuite il va falloir qu'elle prouve que son bâtiment est une œuvre originale, ce qui peut être compliqué puisqu'il va falloir prouver, vous vous souvenez, dans l'épisode 1, que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Dans le cas de la prise de photographie, la jurisprudence a décidé que si le bâtiment est fondé dans un ensemble, en fait, c'est la théorie de l'accessoire, dans ce cas-là, c'est pas une violation ça sera pas considéré comme une violation de l'image du bien. Donc heureusement quand même, vous pouvez prendre, voilà, si c'est un arrière-plan, ça va pas être considéré comme une violation quelle qu'elle soit du bâtiment. Premièrement, c'est seulement cette théorie, c'est seulement si l'arrière-plan est premièrement donc soit une architecture ou une sculpture. Donc c'est une précision qui est importante parce que c'est possible qu'il y ait des œuvres par exemple de street art
elle ne serait pas couverte par cette exception d'arrière-plan. Ensuite, l'œuvre, elle doit être sur la voie publique et de manière permanente. Donc voilà, donc typiquement un bâtiment évidemment. Et ensuite, le photographe doit être une personne physique, donc bon, bah ça semble relativement facile à comprendre. Et il faut que la photo soit utilisée à titre non commercial. Donc c'est quand même une grosse nuance aussi, notamment pour le photographe. Et ensuite, toujours dans ces précisions concernant l'utilisation d'une image d'un bâtiment, il faut distinguer les immeubles privés et les immeubles publics. Donc pour les immeubles privés, c'est ce dont on a parlé, possibilité d'avoir du droit d'auteur, mais théorie de l'arrière-plan envisageable. Pour les immeubles publics, la reproduction est en principe libre, mais on précise bien que l'utilisation qui serait faite à des fins commerciales des domaines nationaux requiert une autorisation. Donc il y a, je ne vais pas vous lister tous les bâtiments qui sont considérés comme des domaines nationaux, mais ça vous pouvez les trouver facilement sur internet. Pour vous donner juste des exemples, ça va être le Louvre, l'Élysée, le domaine de Chambord, enfin voilà, il y a un ensemble il y a une liste que vous pouvez trouver. Dans ces cas-là, il va falloir demander une autorisation pour exploiter à titre commercial ces bâtiments-là. Très souvent, l'autorisation, elle peut être, il va y avoir un format qui va être exigé par les domaines en question, donc par l'État concrètement, ou ça va être un contrat. Donc voilà, donc ça, il faut voir, c'est vraiment au cas par cas selon le domaine national qui serait considéré. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois une autorisation va pouvoir être donnée gratuitement. Le fait qu'il y ait une autorisation qui soit nécessaire, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour ceux dont on parlait précédemment, j'aurais peut-être dû me préciser, mais il n'y a pas d'obligation, c'est pas nécessairement payant. Une autorisation, ça ne veut pas dire un échange monétaire, ça peut être une autorisation, juste une signature. Dans le cas des domaines nationaux, c'est aussi possible qu'il y ait une autorisation qui soit faite à titre gracieux, mais il va en tout cas falloir obtenir cette autorisation s'il s'agit de domaines nationaux. Donc ça, vérifiez bien la liste sur Internet, vous pourrez la trouver. Alors, il y a eu un jugement concernant une carte postale du bâtiment de la Géode. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors dans ce cas-là, c'était justement un sujet de théorie de l'accessoire ou d'arrière-plan. Mais dans ce cas, c'était la Cour d'appel de Paris qui a décidé que l'objet essentiel de cette carte postale était la représentation de ce monument en question. Et donc, il s'agissait de contrefaçon puisqu'il n'y avait pas eu d'autorisation qui avait été obtenue. Donc, c'est vrai que on voit bien quand même que c'est important d'obtenir l'autorisation si vraiment c'est une carte postale qui représente juste ce bâtiment-là et c'est pas un arrière-plan, c'est de la contrefaçon. Et donc, voilà, on voit bien qu'il aurait fallu obtenir l'autorisation de l'auteur de l'œuvre en question, donc de l'œuvre architecturale.